Bonjour, c'est ça, moi je m'appelle Nadine, je suis pharmacienne. Et aujourd'hui, le sujet de ma présentation, c'est le pharmacien, votre allié en fibrose kystique. Donc, on va essayer de regarder là, comment les pharmaciens peuvent vous aider là, dans la gestion de vos traitements. Donc, je vais commencer quand même par présenter un peu là, mes conflits d'intérêts potentiels. Moi, je suis pharmacienne à la pharmacie La Rivière et Mascotte. C'est une pharmacie là, de médicaments de spécialité, donc qui est dédiée le plus aux médicaments complexes puis aux maladies plus rares. On a l'habitude de travailler avec les médicaments de spécialité. On a vraiment une grande expérience là-dedans. Puis on travaille en étroite collaboration aussi là, avec votre équipe soignante puis votre pharmacien de quartier pour nous adapter à vos besoins. Notre approche, à ma pharmacie, ça vise vraiment d'anticiper puis gérer efficacement les problèmes qui peuvent survenir là, dans votre thérapie. Puis notre but, c'est de répondre à un besoin pour les médicaments qui sont plus rares, tout en permettant aux patients là, d'atteindre les doses de médicaments qui vont être les plus efficaces possibles pour leur traitement. Donc, je vous ai présenté ici les objectifs de ma présentation. D'abord, on va parler un petit peu là, de c'est quoi la fibrose kystique. On va identifier aussi c'est quoi les défis, selon ma perspective là, de moi, pharmacienne, pour les patients qui sont atteints de cette maladie-là. Puis ensuite, je vais essayer de vous montrer, là, vous faire comprendre c'est quoi le rôle des pharmaciens, puis comment on peut être votre allié là, dans la gestion de votre maladie. Donc, la fibrose kystique, c'est une maladie génétique héréditaire. Ça affecte plusieurs systèmes, principalement le système respiratoire, mais aussi les systèmes digestifs puis reproducteurs. Donc, vous êtes probablement au courant, mais je vais quand même faire un survol là, pour les gens qui le sont peut-être un petit peu moins, puis mettre une base aussi là, à qu'est-ce que je vais vous expliquer par la suite. Donc, c'est une mutation à la protéine CFTR qui va entraîner une production d'un mucus qui est épais, puis qui est collant, qui est anormalement collant, là, puis épais, puis qui va empêcher les poumons puis le pancréas là, de bien fonctionner. Mais aussi le foie, le tube digestif puis le système, reproducteur là, qui vont fonctionner comme anormalement à cause de ça. Donc ça va entraîner des problèmes pulmonaires, ça peut aussi entraîner du diabète qu'on appelle le diabète qui est associé à la fibrose kystique. Ça peut entraîner de la dénutrition, des carences aussi en vitamines. Chez l'homme, souvent, ça va entraîner de l'infertilité, alors que chez la femme, ça va être plutôt une diminution de la fertilité. Donc, les patients qui ont la fibrose kystique vont utiliser en moyenne 10 médicaments là, par jour. Puis, on compte à peu près une vingtaine de médicaments là, qui sont utilisés de manière courante là, dans le traitement de cette maladie-là. Donc, comme je vous ai montré à la diapositive précédente, ben, c'est vraiment une maladie qui est multisystémique. Ce sera pas long, je vais juste regarder le chat. Ah, OK, bon, parfait, c'est bon. Donc, c'est ça, ça affecte plusieurs systèmes. Puis pour traiter tous ces symptômes-là, bien, on va avoir besoin d'un profil pharmacologique complexe. Puis pour aider puis supporter le patient, mais ça va prendre une équipe multidisciplinaire. Pour le bien de ma présentation, je ne vais pas nommer les médicaments en particulier. Je n'irai pas dans le détail de chaque médicament, mais on va plutôt parler de classe de médicaments. Donc, les patients vont utiliser des antibiotiques, aussi des anti-inflammatoires, des médicaments aussi pour éclaircir les sécrétions, les nouveaux modulateurs là, du CFTR qui, eux, vont vraiment modifier le cours là, de la maladie. Il y a des bronchodilatateurs par inhalation qui sont utilisés, des enzymes pancréatiques, des vitamines, des suppléments. Il y a aussi des médicaments pour le diabète, pour le foie, aussi des médicaments contre la constipation. Puis la physiothérapie là, fait vraiment partie intégrante là, du traitement. Donc, ici, ben, vraiment, comme je vous disais, avec ma perspective de pharmacienne, j'ai essayé d'identifier les défis pour les patients qui sont atteints de la fibrose kystique. Donc, d'abord, ben, il y a le fardeau de vivre avec la maladie. Comme on parlait, ben, comme je disais un peu plus tôt, ben, il y a beaucoup de symptômes qui sont associés à cette maladie-là. Il y a aussi une espérance de vie qui est limitée, même si c'est de moins en moins vrai. Puis ça, je vais en parler aussi un petit peu plus en détail là, plus tard dans ma présentation. D'après moi, ça doit rester une inquiétude là, pour les patients, puis un défi aussi par rapport à la prise chronique de médicaments là, tout au long de leur vie.
Il y a aussi, selon les mutations des différentes personnes, ben, il peut y avoir des options thérapeutiques plus limitées. Donc, l'espérance de vie, ben, est pas nécessairement la même que pour quelqu'un qui souffre pas de cette maladie-là. Il y a aussi un risque d'infection puis de contamination croisée, qui entraîne, selon moi aussi un isolement. Heu, c'est peut-être pour ça que c'est plus difficile, pour, la communauté fibroscystique de créer un réseau de contact ou une communauté là, tu sais, serrée. Vu qu'il y a un risque de contamination croisée, c'est plus difficile de se rencontrer. Donc, ça doit être assez difficile, de vivre avec, en plus, cette, limite-là, disons. Ensuite, ben, il y a aussi de comprendre le rôle des médicaments. Hem, Comme je disais, là, c'est, des thérapies complexes. Il y a beaucoup de médicaments, donc ça peut être difficile de savoir, qu'est-ce qui cause quoi, quel est l'effet de chacun des médicaments, puis, tu sais, pourquoi les prendre, aussi. Hem, un des défis, les les plus gros défis, en fait, qui sont associés avec l'arrivée des nouveaux modulateurs du CFTR, c'est l'accès à la médication qui est très coûteux. Heureusement, au Québec, ces traitements-là sont remboursés là, pour, la majorité des patients qui ont la fibrose kystique puis qui portent au moins une délétion, une mutation en fait delta F508. Donc, ça reste quand même un défi, parce ça peut entraîner des délais de remboursement, puis aussi des interruptions de traitement là, qui sont, non volontaires. Puis aussi, ben, je parlais un petit peu, là, un petit peu plus tôt de comprendre le rôle des médicaments, mais c'est aussi de prendre les médicaments. Donc, les médicaments ont des effets secondaires. Les effets bénéfiques, oui, mais aussi d'autres effets qui peuvent être dérangeants sur le long terme. Ça peut être difficile aussi d'adhérer au traitement, donc de prendre les médicaments de la manière qui a été prescrite par le médecin. Puis je le sais pour, parler avec des patients qui ont la fibrose kystique, à tous les jours, beh, des fois, il peut y avoir un manque de motivation, là, au fil du temps. Puis ça, c'est vraiment les défis que moi j'ai identifiés comme je disais, de ma perspective à moi, mais je veux pas, limiter, là, les défis que vous avez, à ça. Je sais qu'il y a plusieurs autres défis, là, que vous pouvez vivre au quotidien. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu plus, du rôle du pharmacien, comment on fonctionne, puis comment on peut vous aider. Donc, d'abord, beh, ce qu'on a à faire, c'est de faire une collecte d'informations et une histoire aussi pharmacologique. Donc, pourquoi on fait ça? Beh, c'est pour obtenir l'information, dont on a besoin pour pouvoir identifier c'est quoi vos problèmes de santé, qu'est-ce qu'on peut traiter, qu'est-ce qu'on peut prévenir, puis qu'est-ce qu'on peut, dépister. Donc, pour pouvoir en fait évaluer s'il y a une intervention pharmaceutique qui peut être nécessaire. Donc, on va s'informer sur c'est quoi les médicaments qui sont prescrits, si vous prenez des médicaments à vente libre ou des produits de santé naturels, si vous avez d'autres traitements ou d'autres conditions de santé. Puis, on va évaluer aussi s'il y a des interactions ou des allergies. Donc, par exemple, comme intervention pharmaceutique, ce qu'on peut avoir à faire, c'est ajuster soit à la hausse ou à la baisse la dose d'un médicament par rapport à une interaction qu'il y aurait avec un autre médicament que vous prenez déjà, pour s'assurer que les 2 médicaments restent, sécuritaires et efficaces. On a aussi à offrir des soins pharmaceutiques. Donc, dans la case du milieu, là, j'ai expliqué un petit peu, en quoi ça consiste. Donc, on fait l'enseignement aux patients. Ça, je vais vous en parler. J'ai une diapositive sur l'enseignement aux patients, là, un petit peu plus loin dans la présentation. Mais ça serait, par exemple, de s'assurer que le patient a une bonne technique d'inhalation, pour être sûr que son médicament se rend vraiment au poumon à la bonne dose puis de la bonne façon, pour être sûr qu'il est le plus efficace possible. Donc, on va lui expliquer là, de la meilleure manière possible comment le prendre de, de manière adéquate. On fait aussi les suivis de la thérapie puis des effets indésirables. Donc, par exemple, pour les suivis de la thérapie, bien, ça serait hem, on pourrait être impliqué, par exemple, en diabète. Donc, on pourrait regarder les cibles de glycémie, regarder que le diabète est géré adéquatement, par exemple, en ajustant la dose, là, de l'insuline. Pour ce qui est des suivis, s'assurer que les suivis adéquats sont en place, ben c'est de regarder s'il y a des prises de sang de fait, puis s'il y a les suivis médicaux qui ont été prévus, là, à l'hôpital. Donc, on peut avoir à communiquer avec l'équipe. Par exemple, si on voit qu'il y a une lacune à ce niveau-là, on peut aussi prescrire, une requête, là, pour une prise de sang si c'est pas déjà prévu. Le dernier point, mais c'est,
qu'on a un rôle aussi d'améliorer là, l'adhésion au traitement. C'est vraiment un point qui est important à discuter, parce que dans les recherches que j'ai faites pour la présentation, j'ai vu une étude là, entre autres, qui mentionnait que les adolescents qui ont la fibrose kystique, ils ont une adhésion de moins de 50 à leur traitement. Donc, le pharmacien a vraiment un rôle, de support là, puis de soutien à jouer, selon moi. Effectivement, à ma pharmacie, là, comme dans n'importe quelle pharmacie, j'imagine, on voit régulièrement des problématiques d'observance au traitement, surtout chez les jeunes adultes. Heu, souvent, les jeunes adultes qui ont la fibrose kystique vont devoir être de plus en plus autonomes, là, dans la gestion de leur traitement, qui, comme je disais, sont complexes, puis ont plus de responsabilités aussi que les autres jeunes, là, de leur âge. Fait que comme pharmacien, il faut rester conscient de cette réalité-là, que c'est pas évident pour tous les patients. Puis on a à collaborer aussi avec vous ou avec eux, pour, essayer le plus possible d'adapter la thérapie, par rapport à leurs besoins individuels. Parce que aussi une meilleure observance, donc plus on prend les médicaments là, de la bonne manière, comment ça a été prescrit par le médecin, plus ça va être efficace. Puis ça entraîne, beh, moins d'hospitalisation, une meilleure qualité de vie, et aussi, beh, une prolongation de l'espérance de vie. Un autre des rôles du pharmacien, c'est d'accomplir des services pharmaceutiques. Donc ça, je l'ai, résumé un peu à valider les prescriptions, préparer, distribuer, puis livrer les médicaments. Donc, comme pharmacien, on est vraiment une des dernières barrières de sécurité là, avant que le patient reçoive la médication. Puis, je vous l'ai mis ici, les 5 B, là, c'est quelque chose qu'on doit garder tout le temps en tête, comme pharmacien. Donc, on s'assure que le bon médicament est remis au bon patient, à la bonne dose, de la bonne façon, puis au bon moment. Maintenant, côté un peu plus, administratif, là, si je peux dire, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, bien, un des plus gros enjeux, en fibrose kystique, c'est vraiment l'accès au remboursement. Donc, c'est quelque chose qui est quand même, primordial, là, à discuter aussi. Comme pharmacien, bien, il faut qu'on fasse des suivis réguliers avec les assurances. On doit aussi s'assurer que le médecin a rempli les documents nécessaires, puis, si besoin, bien, on offre de l'assistance aux patients, pour qu'il puisse surmonter, là, les défis qu'il rencontre, là, par rapport à sa couverture d'assurance, pour faire en sorte, là, de diminuer le plus possible le délai, là, de remboursement quand il doit commencer son traitement. Pour ce qui est de l'accès aux médicaments, mais comme pharmacien, encore une fois, il faut qu'on s'assure de faire affaire avec les bons distributeurs, les bons fournisseurs pour, assurer, là, qu'il y a un accès rapide aux médicaments une fois que le traitement est accepté. On a à faire aussi des suivis serrés, là, si par exemple, il y a des changements au niveau de l'assurance. Dans des cas comme ça, on a à être en contact aussi avec les programmes de soutien aux patients pour obtenir de l'aide financière. Par exemple, que s'il y a un délai d'approbation, dans la nouvelle assurance, bien, on minimise à ce moment-là les interruptions de traitement qui sont involontaires. Puis finalement, ben aussi, il y a un rôle qu'on a à jouer, c'est de rester en contact avec les patients. Donc, on coordonne là, les renouvellements. Donc, on s'assure que le patient ne manque jamais de médicaments. Tout ça, c'est pour permettre vraiment une bonne continuité, des soins là, du patient. On a aussi un rôle de communication, à jouer, dans l'équipe, là, disons, si je peux dire qu'on fait partie de l'équipe là, traitante là, du patient. Donc, on collabore avec tous les professionnels de la santé qui sont impliqués là, dans le dossier du patient. Donc, ça peut être les pneumologues, les pédiatres, les pharmaciens à l'hôpital, les infirmières, les travailleurs sociaux. Par exemple, ce qu'on peut avoir à faire comme collaboration, ça serait d'aviser l'équipe à l'hôpital qu'il y a un effet secondaire. Nous, on a fait déjà une première prise de données, donc on a questionné le patient. On a notre background aussi là, de professionnel de la santé, fait qu'on peut expliquer comment on voit ça là, par rapport à qu'est-ce que le patient vit. Donc, on peut donner notre point de vue aussi pour ça. On peut parler aussi, par exemple, d'une interaction avec un médicament, si le patient commence un nouveau traitement. On peut aussi avoir à communiquer, par exemple, avec l'infirmière à l'hôpital s'il y a un problème d'assurance ou si l'approbation à l'assurance est sur le point d'être échue, qu'il y a une nouvelle demande qui doit être remplie par le médecin, une demande de médicaments d'exception là, qu'on appelle. Donc, on va les tenir au courant de ça qu'ils puissent, pour être sûr, en fait, que le patient ne manque pas de médicaments. L'autre point que j'ai mentionné après, ben, c'est offrir des services cliniques là, en partenariat avec les cliniques de fibrose kystique.
Ça, ben, il faut s'adapter selon les centres parce qu'il y a des centres qui sont vraiment super bien organisés avec beaucoup d'intervenants. Donc, il y a des nutritionnistes, des psychologues, tout ce que le patient peut avoir besoin, ben, il est là disponible à la clinique de fibrose cystique, mais il y a d'autres centres, malheureusement, qui le sont moins. Donc, dans des cas comme ça, ben, le pharmacien, qui est un professionnel de la santé qui est très accessible pour les patients, puis avec qui la communication peut être un petit peu plus facile des fois qu'avec l'équipe médicale. Mais surtout, mettons, en région éloignée ou si, il y a des problèmes d'horaire ou d'indisponibilité, ben, le pharmacien va vraiment jouer un plus grand rôle là, dans des cas comme ça, pour faire un enseignement un petit peu plus poussé, par exemple, ou vraiment être là pour la coordination des soins. Donc, on peut avoir à ajuster la dose des médicaments, prescrire des prises de sang, par exemple, pour surveiller la thérapie, être sûr que tout est sécuritaire pour le patient. On peut aussi avoir à prolonger une prescription. Mettons que l'ordonnance est échue et on peut refaire une autre prescription pour être sûr que le patient ne manque pas de médicaments. Hem, L'autre point ici que j'ai mentionné, rapporter les effets secondaires, ça, c'est à la compagnie ou à Santé Canada. Ça aussi, je vais vous donner un exemple un petit peu plus loin, là, dans la présentation. Bref, ce que je voulais montrer avec diapositive-là, c'est que c'est vraiment important de s'assurer qu'il y a une bonne communication entre tous les professionnels qui sont impliqués, là, dans le dossier du patient, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, puis qu'on s'assure que le patient reste vraiment au cœur de nos interventions. Je voulais glisser aussi un petit mot sur les soins en pharmacie au Québec. Tous les pharmaciens là, sont responsables de s'assurer de l'usage approprié des médicaments, mais c'est le choix du patient, en fait, de choisir avec quelle pharmacie il fait affaire. Hem, Aussi, ben, je pense qu'on peut pas parler du rôle du pharmacien là, sans parler aussi un petit peu des pharmaciens qui travaillent à l'hôpital. Ils ont des rôles complémentaires puis connexes là, avec ceux des pharmaciens, si je peux dire, réguliers. Comme moi. Donc, les pharmaciens ont un rôle de pharmacovigilance. Donc ça, c'est, un gros mot là, un peu. C'est dans le fond de s'assurer que les médicaments sont utilisés vraiment de manière, sécuritaire, efficace, puis détecter aussi, de leur côté, puis déclarer les effets secondaires qu'il peut y avoir. Ensuite de ça, pour l'antibiogouvernance, ben, c'est s'assurer que les médicaments, les antibiotiques, en fait, sont utilisés de manière optimale aussi. Puis pour ce qui est des antibiotiques, ce qu'on veut, c'est diminuer le plus possible leur usage, puis aussi leur durée quand c'est pertinent. Les pharmaciens d'hôpitaux aussi rencontrent là, régulièrement les patients là, en clinique externe. Puis à ce moment-là, ben, ils ont à communiquer souvent avec les pharmaciens locaux ou d'officine, là, comme moi. Donc, ils nous expliquent, ils peuvent nous donner des explications, des précisions sur les patients. Ils vont s'assurer aussi qu'il y a un bon suivi puis une bonne continuité des soins. On peut avoir à discuter ensemble aussi là, des effets secondaires possibles qui peuvent arriver avec le traitement, précisément par rapport à un patient. On peut discuter aussi des problèmes d'approvisionnement ou des problèmes d'assurance. Un autre rôle du pharmacien à l'hôpital, ben, c'est la pharmacocinétique. Ça, dans le fond, c'est de faire des ajustements de certains médicaments, comme des antibiotiques, là, par exemple, selon les résultats des prises de sang. Donc, ils vont prendre une prise de sang, ils vont regarder c'est, quelle est la valeur, c'est quoi la concentration du médicament dans le sang. Après ça, ils vont ajuster la dose, soit à la hausse, soit à la baisse, pour être sûr que le médicament est efficace et sécuritaire. D'ailleurs, dans mes recherches aussi pour la présentation, ben, j'ai vu des études qui ont évalué le rôle du pharmacien, puis qui ont démontré le rôle essentiel, notamment là, par rapport à la diminution de la durée des hospitalisations, puis aussi à l'augmentation de la qualité de vie des patients. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler aussi là, de leur rôle, les pharmaciens d'hôpitaux. Donc, maintenant, je vais vous parler d'un exemple un peu plus concret, pour, mettre en lumière un peu ce que j'ai expliqué, pour que vous mettre un petit peu plus, ce plus appliqué, en fait. Donc, c'est un cas fictif, c'est le cas de l'exemple de madame Brière. C'est un cas qu'on peut voir régulièrement, là, à ma pharmacie, la pharmacie La Rivière-et-Mascotte. Donc, c'est, une femme, elle a 32 ans, elle a pas d'allergie, elle a une assurance privée, elle a la fibrose kystique, là, depuis sa naissance, elle a la délétion F508, elle a un VMS à 63.
Elle a aussi, un diabète, elle prend des médicaments pour le diabète, depuis qu'elle a 16 ans. Elle a aussi fait une dépression en 2020, mais maintenant elle est contrôlée là, sous un traitement antidépresseur. Puis on reçoit une prescription pour elle. Elle doit débuter un nouveau traitement. C'est un modulateur du CFTR. Donc, les modulateurs CFTR, c'est, des médicaments là, qui servent à, contrôler tous les symptômes là, qu'on connaît de la fibrose cystique, qui agissent vraiment sur la protéine qui est défectueuse, la protéine CFTR que je vous parlais au début. Il y en existe 3-4 là, mais pour cette patiente-là, c'est une combinaison de 3 médicaments qui a été prescrit. Donc, elle doit prendre, 2 comprimés orange, le matin, puis un comprimé bleu le soir avec des matières grasses. J'ai mis aussi, à la droite, là, les autres médicaments, qu'elle doit prendre pour vous donner un exemple de son dossier, là, qui est quand même déjà assez complexe. Nadine, Oui, pour être sûr que tout le monde sache vraiment de quoi on parle, est-ce que tu peux donner des exemples de modulateurs de CFTR? Comment ils s'appellent? oui, ben, il y en comme je disais, il y en existe quelques-uns, comme le Trikafta, par exemple, le Symdeco, l'Orkambi, le Kalydeco. Donc, on peut parler c'est ceux-là, là, les modulateurs de CFTR. Donc, on reçoit la prescription, pour, cette patiente-là. On fait un test de remboursement à son assurance, puis on voit que ça passe pas. Donc, on sait déjà là, qu'il va falloir qu'on communique avec l'assurance, puis il va falloir aussi probablement qu'on envoie un formulaire à remplir, au médecin. Donc, on analyse aussi son dossier, on vérifie qu'il y a pas de contre-indication, que dans les prises de sang, là, la patiente elle a pas de problème de rein ou de foie. Elle a pas non plus de on va valider avec elle aussi qu'elle a pas d'autres précautions comme, de l'allaitement ou, qu'elle est pas enceinte. On va regarder son profil, voir qu'est-ce qu'elle prend comme médicament, puis s'assurer qu'il y a pas de contre-indication là avec, ses autres médications. Puis quand on va lui parler, on va la questionner un petit peu sur son alimentation pour s'assurer que tout est beau aussi à ce niveau-là. Donc, on communique avec la patiente. On lui explique là, les interventions qu'on doit faire là, pour qu'elle puisse débuter son traitement le plus rapidement possible. Puis on envoie le formulaire au médecin, le formulaire approprié, là, dans le fond, qu'il doit remplir pour son assurance privée à elle. Puis après ça, on fait un suivi là, régulier auprès de l'assurance pour le remboursement. Donc, on fait des suivis réguliers à toutes les semaines, plusieurs fois même par semaine. Quelque chose qui est, intéressant peut-être à savoir, c'est qu'avec les assurances privées, souvent on peut s'attendre à avoir un délai d'approbation qui est un petit peu plus grand, que pour les patients qui sont assurés avec l'assurance, là, du gouvernement, là, la RAMQ. Mais le délai d'approbation, on ne peut jamais savoir vraiment ça va être quoi, puis ça varie beaucoup d'une assurance privée à l'autre, fait qu'on n'a pas le choix de faire des tests régulièrement, là, pour être sûr qu'on ne manque pas le moment où est-ce que c'est approuvé, puis que la patiente peut débuter le traitement le plus rapidement possible. Fait que finalement, mais pour cette patiente-là, ben, le traitement a été approuvé, là, après 3 semaines. Fait qu'on rappelle la patiente, on lui enseigne, la médication. On lui explique, là, comment elle va prendre ça puis tout. Puis ça, je vais vous l'expliquer un petit peu à la diapositive suivante. Fait qu'on va faire un survol, là, de qu'est-ce qu'on fait comme enseignement exactement. Puis, on communique aussi avec les autres professionnels qui sont impliqués dans le dossier. Donc, par exemple, on va appeler l'infirmière à la clinique de fibrose cystique pour, l'aviser, pour qu'elle puisse, planifier les prises de sang au bon moment, puis, planifier aussi les prochains rendez-vous médicaux. Aussi, ben, ce qu'on a à faire, c'est de s'assurer de notre côté que oui, la prise de sang va bel et bien être faite. Par exemple, si dans son cas, dans 3 mois, là, pour valider, le foie, là, être sûr que tout est beau à ce niveau-là. Donc, on livre à la patiente le lendemain, puis elle peut commencer, son traitement. Donc, pour ce qui est de l'enseignement aux patients, on va vraiment devoir s'adapter aux patients, dépendamment de c'est quoi ses connaissances, c'est quoi ses questions, s'il a déjà pris un traitement qui ressemble dans le passé. Puis aussi, si les proches sont là, si par exemple, sa famille est là pour l'aider, ben on va aussi avoir à passer peut-être un petit peu plus de temps avec eux. Donc, on peut se donner à peu près on se donne à ma pharmacie à peu près 30 à 60 minutes pour discuter avec les patients, être sûr que tout est bien clair. On va expliquer, dans le fond, c'est quoi la nature des médicaments qu'ils vont avoir à prendre. On va parler des effets attendus. Donc, par exemple, pour cette patiente-là, on mentionnerait qu'elle
elle va pouvoir s'attendre à une augmentation de son VEMS, que ses hospitalisations vont normalement diminuer, puis qu'elle devrait avoir plus d'énergie, là, par exemple. Il faut aussi expliquer, évidemment, là, c'est quoi les effets secondaires possibles, mais on va aussi parler de comment prévenir, puis comment gérer les effets secondaires s'ils surviennent. Puis ça, c'est une discussion qu'on va avoir tout au long de notre cheminement avec le patient. Donc, tu sais, on va en parler la première fois qu'on va lui parler à l'enseignement initial, si je peux dire. Et on va en parler aussi, tu sais, tout au long de nos discussions là, pour être sûr que ça se passe tout le temps le mieux possible pour le patient. On va aussi mentionner, c'est quoi les signes à détecter, si mettons, ils ont tel effet, ben ça c'est un signe qu'il faut aller consulter rapidement à l'urgence pour que la patiente ou le patient sache quoi faire là, s'il arrive quelque chose de grave. On va remettre aussi un document, d'information écrit là, pour que la personne puisse, s'y référer là, en cours de traitement. Donc pour, madame Brière, on l'a recontacté, on avait planifié de lui reparler là, après 7 jours pour être sûr que tout allait bien. Donc, on lui reparle une semaine plus tard, puis elle a eu beaucoup de toux au début, mais là, ça va mieux. Elle n'a pas d'autres effets secondaires à rapporter. On garde évidemment un contact régulier avec elle. Puis 2 mois plus tard, 2 mois après avoir débuté le traitement, bien, elle rapporte qu'elle a perdu le contrôle. Elle pense qu'elle a perdu le contrôle de sa dépression. Donc, elle a perdu du poids. Elle n'a plus vraiment d'intérêt pour faire ce qu'elle aimait faire avant. Puis, elle a des problèmes de sommeil. Puis, elle se demande si ça peut être lié avec son nouveau traitement. Donc, quand on a des questions comme ça, comme pharmacien, bien, on a plein de questions qui peuvent nous arriver là, en tête. Fait que d'abord, bien, ce qu'il faut savoir pour la dépression puis l'anxiété chez la population fibrose kystique, bien, il y a un taux un petit peu plus élevé là, de ces symptômes-là que pour la population en général. Les études qui ont été faites sur le médicament qu'elle a commencé n'ont pas démontré de lien avec la dépression. Au contraire, on voyait plus une amélioration de la qualité de vie puis de l'humeur qui était mesurée là, dans les études par différents questionnaires. Par contre, après la mise en marché, bien, on a vu quand même quelques rapports de cas dans la littérature, mais il n'y a encore vraiment pas beaucoup de données là, sur les conséquences sur la santé mentale là, de ce type de produit-là. Mais on commence à avoir vraiment là, quelques petites études qui se penchent pardon, sur le sujet. Entre autres, là, chez les enfants d'âge préscolaire, il y a une étude qui est sortie là, cet été. Donc, comme pharmacien, il faut vraiment rester alerte à ce genre d'effets secondaires-là. Parce que même si ce n'est pas rapporté dans la monographie des produits, mais on doit demeurer à l'écoute des patients. On doit aussi, comme pharmacien, rapporter ces événements-là à Santé Canada pour qu'il y ait une vigie qui soit faite pour, de notre manière, contribuer à l'amélioration des connaissances sur les médicaments là, disponibles sur le marché. Parce que c'est quelque chose qui évolue comme tout en science, c'est des choses qui évoluent au fil du temps. Donc, pour revenir vraiment à la patiente, Mme Brière, on a discuté là, avec la clinique de fibrose cystique. On a décidé en équipe de diminuer la dose de son traitement, en collaboration évidemment là, avec la patiente. Donc, elle va commencer par prendre un comprimé orange par jour là, pour l'instant, puis on va réaugmenter graduellement selon ses symptômes. On continue à lui parler là, régulièrement. Puis 4 mois plus tard, bien, tant mieux, elle va déjà beaucoup mieux. Elle a retrouvé son énergie, elle a repris du poids. Son VEMS a bien augmenté, il est rendu à 71 ce qui est quand même considérable. Puis ses symptômes de dépression sont bien contrôlés. Elle a augmenté aussi sa posologie. Là, elle prend maintenant 2 comprimés orange par jour, un jour sur 2 en alternance avec un comprimé bleu. Donc, quelque chose aussi qui est à mentionner, bien, la dose de son antidépresseur a été augmentée. Fait que ça, faut prendre ça en considération aussi qu'on peut y aller avec le profil global, là, ajuster les autres médicaments dans des cas comme ça. Puis elle est maintenant suivie aussi par un psychologue là, à l'hôpital. Donc, 1 an plus tard, bonne nouvelle, la patiente nous annonce qu'elle est enceinte. Effectivement, ben, chez les patientes fibrose kystique, depuis l'arrivée des nouveaux modulateurs là, du CFTR, on voit vraiment une augmentation là, du nombre de grossesses. Donc, c'est formidable. Comme pharmacien, notre rôle, c'est de discuter là, des risques et des bénéfices là, de poursuivre tous ces médicaments en grossesse. Donc, par exemple, pour son nouveau médicament là, qu'elle a débuté
il y a 1 an. Mais on sait que ce médicament-là traverse le placenta. Ça se rend facilement au bébé, mais on n'a pas beaucoup d'études sur les risques possibles. Mais on considère là, dans la majorité des cas là, que les bénéfices dépassent grandement là, les risques. Donc, on lui recommande de poursuivre son médicament. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a à faire avec tous ces médicaments là, qu'elle prend. Puis, ben, à la naissance de son fils, lui aussi, il a atteint de la fibrose kystique. Quelque chose de bien aussi, depuis 2018, ben, 2018, on fait systématiquement le dépistage là, de la fibrose kystique chez les nouveaux bébés. Donc, avec la petite prise de sang là, au niveau du talon, ben, on peut détecter si les bébés ont la fibrose kystique. Donc, qu'est-ce qui est super positif selon moi parce qu'il va pouvoir être pris en charge là, très rapidement par l'équipe de soins là, à l'hôpital. Ça m'amène à vous parler aussi de l'espérance de vie, qui s'est beaucoup améliorée, là, en fait, au fil des dernières années. J'ai mis ici un graphique, là, de l'évolution, en fait, selon les années. Dans le fond, c'est l'âge médian de survie, selon les années. Donc, on voit que cette donnée-là continue là, continuellement d'augmenter grâce justement à la recherche puis aux progrès là, qui se font en sciences. Puis on estime que ce que j'ai lu là, le plus récemment, là, c'est que les personnes qui naissent aujourd'hui avec la fibrose kystique vont avoir à peu près la même espérance de vie là, que la population en général. Donc, c'est vraiment formidable. Puis ça m'amène aussi à vous parler des nouveaux traitements potentiels. Donc, les modulateurs du CFTR, là, c'est sûr qu'ils fonctionnent super bien, puis ça fonctionne chez à peu près 90% des patients. Mais il y a à peu près un 10% là, des patients qui n'ont pas nécessairement accès à cette médication-là à cause des mutations génétiques qu'ils ont. Donc, il y a des recherches qui se font en ce moment en génétique, puis aussi des traitements là, par inhalation qui sont à l'étude. Il y a quand même beaucoup d'espoir avec certains traitements d'édition du génome. Donc ça c'est de réparer l'ADN directement à la source. Donc, c'est comme des petits ciseaux là, qu'ils utilisent en fait dans les études en ce moment, qui viennent couper l'ADN à des endroits précis là, où il y a la mutation là, du CFTR pour venir vraiment modifier l'ADN en remplaçant par un gène qui est fonctionnel, donc une protéine qui fonctionne à la base. Donc, c'est vraiment super intéressant comme avenue, mais c'est vraiment très, très expérimental aussi. Et ça montre que de la recherche puis beaucoup d'espoir là, pour le futur. Donc, en conclusion, dans le fond, c'est ça. Les patients qui ont la fibrose kystique, puis leurs proches ont vraiment des défis là, considérables, puis des besoins uniques, là, comme j'ai mentionné. Le pharmacien, selon moi, est un allié là, pour les patients. Euh, D'abord, ben, par l'enseignement, mais aussi par l'accès puis le renouvellement des médicaments, donc par notre présence puis notre suivi là, rapproché. On est là aussi pour faire le suivi de l'efficacité, la tolérance puis l'observance. Ça, je dis ça là, bien humblement, mais comme pharmacien, ben, on est des professionnels de la santé qui sont très disponibles, connaissants puis impliqués. Donc, on est là pour vous aider là, à atteindre les objectifs thérapeutiques que vous avez. C'est vraiment un travail d'équipe à avoir là, entre nous, les pharmaciens, les patients, puis l'équipe de fibrose kystique à l'hôpital. Puis, il faut vraiment avoir une approche intensive là, qui est adaptée aux patients qui ont la fibrose kystique. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions concernant là, votre santé. Euh, Vos médicaments, peu importe, vous pouvez contacter votre pharmacie qui a une pratique dédiée en fibrose kystique comme la nôtre ou votre pharmacien de quartier. Les pharmaciens sont là pour vous. J'ai mis aussi des petites ressources additionnelles ici dans mes recherches pour le- la présentation. J'ai fait des recherches pour voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour les patients. Puis selon moi, ça, c'est vraiment des bonnes sources à consulter là, et qui sont vraiment des mines d'informations pour vous. Merci, Nadine. Ça fait plaisir. Euh, je vais arrêter l'enregistrement, puis on va pouvoir passer à la période de questions.